Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Zundo. Sur l'épisode précédent, on s'était laissé avec la possibilité de jouer une partie de Zune du début à la fin. En effet, on avait bouclé la base du système de combat ainsi que les conditions de victoire, donc on pouvait mener une partie du début à la fin, même s'il manquait encore pas mal de choses, notamment dans les combats, on n'avait pas une gestion correcte au niveau des règles de l'égalité, on n'avait pas encore pris en compte les pouvoirs, mais voilà, on avait quelque chose qui était jouable et on a eu l'occasion de faire une première partie en ligne entre mon frère et moi-même et c'était vraiment super chouette. Maintenant du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour la suite, ce dont on va parler dans cet épisode 11. D'une part, comme vous le voyez à l'écran, j'ai commencé à travailler sur les écrans hors jeu, notamment l'écran d'accueil. Vous allez voir que c'est encore extrêmement temporaire, mais l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose pour ne pas être direct balancé dans une partie. Euh, j'ai aussi travaillé sur un système très important dans le jeu qui est le système de stack, et je vais vous expliquer ça plus en profondeur. Et du coup, ce système m'a aussi permis de préparer la gestion des pouvoirs. Donc le système de base pour prendre en compte les pouvoirs est prêt. Maintenant, il faut encoder, enfin coder les pouvoirs. J'en ai déjà fait un, en tout cas le plus simple, ce que je vais vous montrer, mais forcément il va y avoir encore beaucoup de choses, beaucoup de travail sur la gestion des pouvoirs. C'est vraiment pas quelque chose de très simple, mais on va en parler ensemble. Et enfin, comme vous le voyez, j'ai un petit peu travaillé sur les assets, ce qui va être l'occasion de vous montrer un petit peu le process que j'utilise quand je travaille sur les assets, qui est aussi un process temporaire pour le moment. Alors, donc, comme vous voyez là d'ailleurs, on a le logo de Zundo. Comment est-ce que je travaille quand je travaille sur les assets? En gros, je pars toujours d'une hop là, je pars toujours d'une photo. Alors c'est parce que j'ai pas de scanner, donc pour le moment je prends des photos des cartes, ce qui fait que effectivement la qualité est pas méga top, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour le moment. Donc je pars d'une photo qui a été prise quand même avec un bon appareil, mais quand même une photo. Donc l'éclairage n'est pas méga uniforme et tout ça, mais bref, je pars de cette photo et je l'importe dans Pixelmator. Pixelmator Pro qui est un programme qui existe sur Mac et qui est une alternative à Photoshop, qui est beaucoup moins cher, tout aussi efficace, et d'un point de vue personnel, je ne veux plus vraiment entendre parler d'Adobe et de ses solutions, donc Pixelmator me convient très bien. De là, l'étape suivante, effectivement, bah, c'est de recadrer la photo, donc ça c'est ce que vous voyez ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est, j'ai l'habitude de travailler avec, donc je prépare un calque noir et un petit calque orange. Et puis ce que je vais faire ici, c'est je vais activer un masque. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de graphisme, il y a plusieurs méthodes pour détourer une image, détourer une photo. Et utiliser un masque, c'est une des solutions les plus simples, mais aussi les plus efficaces. En gros, l'idée, c'est qu'ici, donc, vous avez une zone qui correspond à ce calque, donc le calque de ma photo, et tout ce qui va être dessiné en blanc va être gardé, et tout ce qui va être dessiné en noir va laisser voir ce qu'il y a, va devenir transparent. Et donc, moi, du coup, ici, on peut voir que bah, je vais prendre mon pinceau, et ici je vais dessiner en noir. Donc quand je dessine en noir, je vais masquer des zones de mon calque. Donc par exemple ici, bah, vous voyez, j'ai un gros trou au milieu de mon logo, qui donc n'est plus visible. Alors je me mets sur un fond orange parce que ça ressort beaucoup plus et donc j'ai beaucoup plus facile de voir. Parce que la plupart des cartes de Zundo sont déjà sur fond noir et donc du coup bah, c'est pas toujours super facile. Donc moi ça c'est ma petite astuce, je travaille avec un fond noir, avec un fond orange et puis quand j'ai fini bah, je le masque et j'exporte mon image pour mon format final. Donc ça c'est un petit peu le principe et je travaille euh, avec une tablette graphique et donc ben, ce que je fais c'est je dessine comme ça, donc hop, imaginons là j'ai mon machin comme ça, hop, et donc ben, je vais dessiner comme ça euh, les contours de mon image, de l'image que je veux garder. C'est pas forcément un truc ultra glamour et
ultra simple, c'est pas compliqué, hein, mais je veux dire, c'est assez répétitif, assez rébarbatif et un petit peu chiant, mais ça m'occupe, je vous avoue que j'aime bien, c'est un truc sur lequel je peux en profiter pour regarder une série par exemple, ou suivre un podcast ou quoi, parce que c'est vraiment quelque chose manuel, et donc il n'y a pas une grosse réflexion, donc c'est chouette, j'en profite pour regarder des séries. Et donc ici vous avez le logo, et j'ai aussi travaillé sur un petit personnage qui est le sensei. Donc vous voyez, donc de base là pareil, je suis parti d'une image qui est la photo de la carte en question. J'ai appliqué le masque et donc voilà, sur fond orange pour bien y voir, et puis hop, on remet en fond noir et c'est parfait. Le sensei, qui est en fait une carte qui n'appartient à aucune armée, c'était le petit personnage qui était utilisé pour communiquer avec les joueurs. Et je pense que je vais l'utiliser pour tout ce qui est tutoriel, etc. Donc je l'ai exporté, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai exporté pour ça, quoi. Donc ça c'était pour les assets. Et donc ici, pour le premier écran, l'écran d'accueil, on utilise le logo. Alors l'écran d'accueil est de fait très loin d'être définitif. C'est juste pour là, ici, avoir cette possibilité de choisir son nom, parce qu'avant on était player suivi d'un numéro aléatoire, ce qui est quand même un petit peu bof. Donc là, on peut choisir son nom, et aussi choisir son armée. Alors pour le moment, on peut juste choisir son armée, on n'a toujours pas la possibilité de définir ses positions sur le champ de bataille, mais c'est aussi des choses qui viendront au fur et à mesure. Donc là, je vais choisir une armée, et du coup, j'ai plus qu'à me connecter avec un second personnage. Hop, enfin une seconde personne. Donc en l'occurrence, je vais utiliser le pseudo de mon frère, et voilà. Et de là, la partie commence. Et maintenant, on voit Tibus et Lenny, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. On a en plus, je pense que c'était déjà là la fois dernière, mais je ne suis plus sûr, un rappel directement dans l'onglet, savoir si on est actif ou non, en attendant d'avoir des sons qui vont permettre de le gérer. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on a maintenant une première prise en charge des pouvoirs. En tout cas, il y a un pouvoir qui est pris en charge, qui est le pouvoir du Berserkers, parce que c'est le pouvoir probablement le plus simple du jeu, c'est simplement, en gros, c'est comme s'il gagnait le combat. Du coup, j'ai aussi modifié les données du jeu, comme vous voyez. Maintenant, le Berserkers, il a 4 coins étoiles. C'était pour être sûr de tomber à chaque fois dessus. Donc le temps des tests, c'est quand même beaucoup plus pratique de modifier un petit peu les cartes. Donc ici, on va le déplacer là. Et ici en face, on a un Bouga donc, qui va déclencher le combat. D'office, il va cliquer sur une étoile, et moi non. Et donc là, on voit. Alors on voit que l'étoile a été activée, on rappelle le pouvoir, le Berserkers, alors je le rappelle ici aussi, hein, le Berserkers élimine le zone ennemi, il a été éliminé, et fin du tour. Comme ce n'est pas le Berserkers qui a attaqué, il élimine simplement, il ne prend pas la place, mais si c'était lui qui avait attaqué, il prendrait la place. Donc ça, c'est pour les pouvoirs. Et globalement, visuellement, c'est à peu près tout ce qui a été fait. Par contre, au niveau du code, forcément, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble maintenant. Voilà. Pour commencer, et avant de vraiment vous montrer le code, il faut réfléchir un petit peu à comment structurer, comment se passent les pouvoirs et comment les structurer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pouvoir, ça n'est jamais qu'une série d'actions. Si je prends, alors on va aller prendre une série de pouvoirs. Chez qui on peut aller pour ça? On va aller chez les Mancus. Hop, voilà, les Mancus. Ici, par exemple, voilà, on a le pouvoir de Combo Bongo. Le combat se solde par une égalité. Combo Bongo et King ou Kong au choix échangent leur position sur le champ de bataille. Si King ou Kong ne sont plus sur le champ de bataille, Combo Bongo conserve sa position. Donc ça, c'est un premier pouvoir, et globalement, c'est jamais si on la décompose en tant qu'action, c'est
On vérifie que king ou kong existe, on choisit qui de king ou kong on veut utiliser, et puis on va swapper, échanger les positions. Donc plusieurs actions dans notre pouvoir. Est-ce qu'on a d'autres Est-ce qu'on a d'autres ici? Voilà, le King Louis par exemple. Le King Louis, lui, hop, voilà, je fais n'importe quoi, désolé. Hop. Voilà. Le combat se solde par une égalité, King Louis et le Zun ennemi échangent leur position sur le champ de bataille. Là encore une fois, c'est pas un pouvoir particulièrement compliqué à implémenter, ça va aller relativement vite, mais en gros, bah, voilà, il faut juste prendre le King Louis, prendre le Zun ennemi et échanger leur position. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir décomposer un pouvoir pour pouvoir le coder. De là, j'ai décidé de travailler avec un système de stack, de piles. Ceux d'entre vous qui connaissent le jeu de cartes Magic, ça va leur dire quelque chose. C'est à peu près le même principe en tant que tel. L'idée, c'est que dans mes représentations du jeu, dans les données du jeu, j'ai maintenant une stack qui est un tableau. Et le principe de base, c'est que je vais remplir ce tableau avec des actions effectuées. Par défaut, au début du tour, le tableau d'étape, le stack, il va être vide. Parce que au début d'un tour, notre première action, ça va être de justement choisir ce qu'on fait. Déplacer un zone, jouer un atout, jouer un pouvoir. Jouer un atout, jouer un renfort. Donc, voilà. De là ensuite, une fois qu'on a fait cette première action, il y en a d'autres qui vont arriver. Jouer un combat, peut-être dans le cadre d'un combat, résoudre un pouvoir, ou dans le cadre d'un atout, résoudre plusieurs choses, parce qu'un atout, c'est jamais aussi qu'une sorte de pouvoir, qui déclenche un combat, qui bouge des cartes, etc. etc. Et donc l'idée, ça va être justement de, à chaque fois qu'une action a été faite, regarder dans la stack, et ça on peut le regarder ici ensemble, c'est le resolve stack, donc c'est cette méthode ici qu'on a, attendez, je vais fermer ceci, hop. Donc on a resolve stack ici, qui est la méthode, qui en gros va simplement prendre l'étape suivante dans le stack. Si elle n'existe pas, ça veut dire qu'on n'a plus rien dans la stack, c'est que le tour est fini, on peut passer au tour suivant. Sinon, par contre, on va commencer à regarder le type d'action qui est dans la stack et on va le résoudre. Pour le moment, il y a encore des tonnes d'actions qui ne sont pas prises en compte, mais dans les actions qu'on a, on a les pouvoirs et la victoire. La victoire est une action, au sens où, globalement, quand un zone est éliminé, on vérifie son type. Si son type, c'est un emblème, on ajoute simplement ça dans la stack, le win, et on le résout. Je vais probablement devoir changer des trucs à certains moments, parce que l'idée c'est que si on a plusieurs actions dans la pile, et par exemple l'emblème est éliminé en résultat de la première action, il ne faut pas que cette victoire se mette tout à la fin de la pile, et qu'on continue à résoudre. Non, l'élimination d'un emblème, c'est une victoire directe. Donc je vais probablement devoir repasser là-dessus maintenant que j'y pense, de dire si on a une action qui déclenche une victoire, l'idée ça va être de vider la stack et de mettre la victoire dedans. Mais donc voilà, donc l'idée ici c'est vraiment très simple, on prend les actions dans la stack et on les résout. Ensuite, on a justement la gestion des pouvoirs. Dans le cadre des pouvoirs ici, on a besoin de code, et forcément on va avoir besoin d'une fonction par pouvoir, parce que chaque pouvoir est différent, même s'il y a des pouvoirs qui sont fort proches les uns des autres, il faut les prendre en compte de manière, entre guillemets, la plus individuelle possible. Et pour ça, donc, du coup, j'ai besoin d'une fonction par pouvoir. Ce qui fait que j'ai un petit peu modifié la façon dont je gère les données des tribus, et on peut voir ici les données des Warus. Alors les données des Warus, avant c'était des fichiers JSON, maintenant j'en ai fait des fichiers JS, et on peut voir ici que ça ne change pas grand chose, ça exporte juste les données, mais j'en profite pour charger ce que j'appelle les résolveurs. Un résolveur, c'est une fonction qui est exécutée pour résoudre un pouvoir. Donc ici j'ai le résolveur du Berserk Horse, qui au niveau des données
j'ai mon Berserkers ici, j'ai le texte de son pouvoir et j'ai le résolveur. Comme ça, et d'ailleurs vous voyez qu'il y a toujours ces valeurs qui ne sont plus les bonnes, vu que c'est toutes des étoiles pour faciliter le travail. Donc ici, du coup, j'ai une référence à ce résolveur, que je vais vous montrer dans un instant, mais donc quand je vais avoir un pouvoir, je vais d'abord récupérer le résolveur. S'il n'existe pas, c'est juste que je ne l'ai pas encore implémenté, donc là on envoie un petit message au client pour dire bah, le pouvoir n'est pas encore prêt, donc ce sera pour plus tard. Et sinon, bah simplement, bon, tous les consoles c'est pour le temps du développement, voir un petit peu débugger facilement et tout ça, mais sinon moi je vais simplement exécuter mon résolveur en lui donnant le jeu, en lui passant l'objet game, comme ça je peux interagir avec l'objet game, en lui donnant aussi l'action, parce que l'action contient pas mal de détails sur bah, qu'est-ce qui a lancé le pouvoir, qui était l'attaquant, qui était le défenseur, etc. Et enfin, une fonction de callback qui doit être appelée quand le résolveur est terminé. Donc quand on a résolu tout le truc, on va passer à l'étape suivante dans la stack, sachant qu'il est plus que probable que ce résolveur va ajouter des nouveaux trucs dans la stack. Donc c'est un petit peu ça le but. Alors on va regarder le premier résolveur de pouvoir que j'ai, le seul pour le moment, qui est donc celui du Berserkers. Le Berserkers, son pouvoir il est super simple, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. C'est en gros, le Berserkers élimine le zone ennemi. Donc ici, moi je reçois le jeu, je reçois l'action, et dans l'action j'ai une source et j'ai une target. Donc la source, bah, c'est le Berserkers, et la target forcément, bah, c'est la carte qui appartient à l'adversaire et qui justement est celle qui va être éliminée. Et donc ici, ben, je vais simplement appeler des fonctions de game pour résoudre mon truc, mon pouvoir. Donc bah, premièrement, je vais éliminer la carte, donc j'élimine la carte target, et ensuite bah, je vais vérifier. Si mon Berserkers était attaquant, eh ben, il va prendre sa place. Donc ici, j'ai cette méthode updateCartOnBoard qui permet de changer les informations d'une carte sur le plateau de jeu, notamment ici ben, sa position. Il va prendre celle de la target. Et là, j'ai fini. Et donc ici, j'ai fini le pouvoir du Berserkers, et donc bah, je vais appeler Next. Si on reprend le pouvoir de King Louis, où l'idée c'était justement d'inverser les positions de deux cartes, bah, ça va être plus ou moins la même chose en gros. Je vais avoir deux fois cette ligne-ci, update card on board, une fois pour mettre le King Louis à la place de l'adversaire, et une fois pour mettre l'adversaire à la place du King Louis. Donc ça aussi, ça va être un pouvoir facile à implémenter. Mais si on reprend le pouvoir de Combo Bongo, où l'idée c'était justement de pouvoir choisir entre un King et un Kong, et puis échanger la position entre Combo Bongo et le King ou Kong, bah là je vais devoir interagir avec la stack. Parce que je vais devoir mettre dans la stack l'idée de choisir une carte, donc d'envoyer au client le fait que bah, il doit choisir une carte sur le champ de bataille, et que cette carte en plus, il n'a pas des masses de choix, c'est King ou Kong. Et d'ailleurs aussi bah, faire la première vérification, si King ou Kong ne sont plus sur le champ de bataille, il ne peut pas résoudre le pouvoir. Et une fois que ce choix aura été fait, alors on résout la suite. Donc ça va être encore, j'ai pas encore réfléchi à tout, mais il va y avoir pas mal de choses à réfléchir. Mais chaque pouvoir aura donc cette petite fonction dans laquelle je vais pouvoir interagir avec le jeu et les infos. Et une fois que c'est fait, bah voilà, c'est fait, c'est réglé. Donc une fois que c'est fait, on appelle le next, et le next, lui, c'est simplement cette petite fonction ici qui dit exécute l'étape suivante dans la stack. Donc voilà, ça c'était notre système de stack et du coup bah, notre système de pouvoir. Maintenant effectivement bah, il va falloir encoder les pouvoirs, regarder un petit peu bah, quelles sont les actions au niveau du client que je vais devoir implémenter, parce que bah, dans les pouvoirs qu'on a, donc on a vu pour les Warus, il n'y a qu'une seule carte qui a des pouvoirs, c'est le Berserkers. Il y en a 3 et donc ça fait 3 étoiles, et c'est assez simple, c'est déjà fait. Donc les Warus, on peut dire que la tribu Warus au niveau des pouvoirs, on est bon. On l'a vu
Les Monkus, eux, bah, on a vu, Combo Bongo, bah, il faut pouvoir choisir une carte et puis faire une inversion. King Louis, bah, c'est simplement les deux zones échangent leur position, ça va être super facile à coder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Rhinogoth. Chez les Rhinogoth, dans mes souvenirs, les pouvoirs sont un peu plus costauds. On a un pouvoir ici, le pouvoir de Bigote, euh, qui va pas être fait tout de suite, en tout cas, enfin, je vais le coder, mais pas forcément tout de suite, parce que Bigote, c'est une carte un peu spéciale. C'est une carte d'extension, c'est une carte qui a été rajoutée dans le jeu par la suite. Donc elle fait pas partie de l'armée de base des Rhinogoth, elle est utilisable que si vous créez votre propre armée de Rhinogoth. Ce qui n'est pas encore du tout prévu dans le jeu de personnaliser son armée, ça va venir, mais ce ne sera pas pour tout de suite, donc j'ai encore un peu le temps. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde un petit peu le pouvoir ici, ben on a voilà, Bigote, le combat se solde par une égalité, et je recule un de mes zones sur une case libre adjacente de la rangée située derrière lui. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir quelques trucs supplémentaires à rajouter dans la stack. Le fait de dire, bah ok, tu vas pouvoir sélectionner une de tes cartes, et les mouvements vont changer. Et donc, voilà, ça va être un petit peu costaud à coder, donc voilà. On a ici Triceratops, le combat se solde par une égalité, ton adversaire recule son zone sur l'une des 3 cases adjacentes de la rangée derrière lui, si aucune case n'est libre, hop, si aucune case n'est libre, ou si ce mouvement fait sortir le zone du champ de bataille, il conserve sa position. Donc là, pareil, on va devoir rajouter dans la stack le fait de demander à l'adversaire de choisir une des cases adjacentes pour sa carte. Donc pareil, c'est encore quelque chose à rajouter dans la stack et quelque chose à gérer, quoi. Triceratops, et alors il y a Wistiti, Wistiti qui est l'emblème des Rhinogoth. Lui, si on touche son étoile, le combat se solde par une égalité, et on déplace le Wistiti sur une case adjacente libre de son choix. Si aucune case n'est libre, il conserve sa position. Donc là, ça va être pareil. Wistiti de base n'a pas de mouvement, donc il ne peut pas bouger, mais quand il a son coin étoile, son pouvoir qui est activé, et ben, du coup il va pouvoir se déplacer selon une grille de mouvement qui est une case adjacente. Donc voilà, et on peut faire un dernier check chez les Boarix par exemple. Ici, Clos-Boulon, le combat se solde par une égalité, si je viens de déplacer Clos-Boulon, je peux déplacer un grognard. Donc là, ça va être justement de pouvoir dire, il y a une nouvelle étape qui se lance, où on peut faire un déplacement et éventuellement un combat, mais on ne peut déplacer que les grognards. Donc il y a pas mal de choses. Ici, Goldur, c'est pareil, si je viens de le déplacer, je le déplace à nouveau, donc lui, ça relance un mouvement et éventuellement un combat. Et enfin, Bouclefeuille, je déplace Bouclefeuille dans une case libre du champ de bataille. Donc lui, il a directement un autre mouvement. Donc voilà, c'est un petit peu les pouvoirs qui vont être à coder. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire directement, je pense que je vais aussi attaquer la résolution des égalités, parce que ça je vous en avais parlé, c'est que normalement une égalité, si le personnage, quand le personnage s'est déplacé, il doit reculer d'une case. Il ne doit pas revenir à sa position de départ. Donc en suivant son mouvement, il doit reculer d'une case. Donc là, je vais devoir aussi vérifier que le mouvement est valide, etc., etc. Donc je pense que c'est ce que je vais travailler par la suite, c'est la résolution des égalités, et puis commencer à coder la suite des pouvoirs, quoi. Donc voilà, mine de rien, on avance. Je suis très content de comment ça se profile. Je me pose aussi pas mal de questions sur comment est-ce qu'on va implémenter tous ces pouvoirs et tout ça. Mais le gros avantage, c'est que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de pouvoirs qui, même s'ils sont différents, ont un peu le même mécanisme. Donc ici, par exemple, c'est simplement, on refait un déplacement. On refait un déplacement, mais avec certaines contraintes. Les contraintes, c'est, ok, voici quelles cartes tu peux utiliser, ou voici quel mouvement
telle carte peut faire. Donc ça, c'est juste des trucs, il faut qu'on crée des méthodes dans le client pour dire au client, ben voilà ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, et exécute-le. Et renvoyer ça au niveau du serveur pour résoudre le truc, quoi. Donc voilà, mine de rien, ça bouge pas mal, je suis très content de voir comment ça avance, et, euh, et bah, progressivement ça bouge, et ça c'est assez chouette, et je pense que une fois qu'on aura codé, résolu l'égalité et codé les pouvoirs, je pense qu'on n'aura plus grand chose à faire avant de... Enfin, je veux dire, si, on va devoir gérer les atouts, mais en tant que tel, les atouts, ça va pas changer beaucoup du système de pouvoir. Donc du coup, bah, je pense que ça va être implémenté relativement vite. Et du coup, de là, on aura un petit jeu qui va déjà pas mal fonctionner. Et je pense qu'on fera un épisode un peu spécial où je vous expliquerai un petit peu comment, comment installer Zundo localement, comment le lancer et pouvoir le tester par vous-même. Euh, voilà. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!